Michel Vivorca, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sociologue et président de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. Alors, ce 4e week-end de mobilisation fait suite à une semaine de tergiversation de la part de l'exécutif. Pour la première fois, d'ailleurs, celui-ci a reculé, a montré des signes d'apaisement. On vient de l'entendre aussi par Christophe Castaner, annonçant le gel, puis carrément l'abandon de la fameuse hausse des taxes sur le carburant, qui était à l'origine du mouvement. Il y a eu ensuite plusieurs autres mesures symboliques, on ne va pas les aborder maintenant. Mais quelle est aujourd'hui votre analyse de la situation? On est à un tournant. On est à un tournant qui se précisera d'une manière ou d'une autre selon les déclarations que fera le chef de l'État. On les attend peut-être pour ce soir ou pour demain, ça devrait être assez rapide. On sent très bien que ce mouvement dont les sources sont profondes, ce n'est pas quelque chose qui a jailli de façon totalement inattendue. On sent très bien que ce mouvement est déchiré ou sous tension entre ceux qui veulent en découdre, qui veulent aller jusqu'au bout, mais qui sont, à mon avis, très minoritaires, et des acteurs, surtout sur le terrain, là où il y a les barrages routiers, dont on ne parle plus du coup, ou beaucoup moins, ceux qui sont sur le terrain et qui, dans l'ensemble, veulent obtenir satisfaction sur certaines revendications sociales, sans transformer tout ceci en changement, en bouleversement institutionnel. Alors nos téléspectateurs qui nous suivent depuis l'étranger ont une image de la France peut-être limitée à Paris, ville lumière, ville de spectacle, ville de l'amour, etc. On a beaucoup parlé de la fracture sociale. Est-ce que vous pouvez dire à ces spectateurs quelle est cette fracture sociale en France? Alors je dirais qu'il y a deux logiques qui se rencontrent, qui se télescopent sur fond de niveau de vie insuffisant pour une partie importante de la population. Donc une partie importante de la population est en cours de paupérisation ou se sent menacée de paupérisation, et ces deux logiques viennent s'y ajouter. Premièrement, la question de la mobilité. Vous avez en France beaucoup de personnes qui ont besoin de la voiture pour vivre, pour travailler, pour accompagner les enfants à l'école, pour accéder à différents services. Bref, un problème de mobilité. Et qui n'ont plus accès à des services publics, c'est ça que vous êtes en train de dire. Non, la première logique, c'est surtout il faut avoir une voiture pour accéder à ceci ou cela. Et la deuxième logique, c'est des gens qui habitent dans des régions en cours de désertification. Des gens qui ont vu disparaître la maternité, l'école pour les enfants, la poste, la gare qui ne fonctionne pratiquement plus, etc. Et donc, ce sentiment d'être dans un désert. Donc d'un côté, des gens qui ont encore des ressources, qui ne vivent pas dans un désert parce qu'ils ont fait le choix de vivre, par exemple, dans des pavillons, dans des lotissements un peu loin de tout, mais qui dépensent beaucoup d'argent pour se déplacer. D'un autre côté, des gens qui vivent dans des déserts où l'État n'est plus présent ou insuffisamment. Et tout ceci sur fond, comme je vous le disais, de niveau de vie souvent très très modeste et de pression fiscale considérable. Des chiffres récents indiquent que la France est un pays où l'on paye bien plus d'impôts que partout ailleurs en Europe. Et donc, si vous voulez, tout ça cristallise, tout ça devient révolte. Les gens veulent se faire entendre. Pour se faire entendre, veulent aller à Paris. On leur répond d'abord qu'il y a circulé, il n'y a rien à voir. Ça devient de la violence, de la répression, des casseurs. Et puis de la pression également sur les Gilets jaunes, puisqu'on les avait invités à Matignon dans un premier temps. Ils n'ont pas pu s'y rendre parce qu'il y avait une pression sur eux. Il faut quand même le dire aussi. L'appel au dialogue a été lancé par le gouvernement. Maintenant, ce qu'ils demandent, c'est de voir le président. Alors, je ne pense pas qu'ils le verront très vite, mais je pense qu'on va rentrer, sauf événements très dramatiques dans la journée d'aujourd'hui qui sont imprévisibles, mais je pense qu'on va rentrer dans une nouvelle phase. Le président va s'exprimer, il va certainement faire connaître qu'il le lâche un petit peu, mais pas beaucoup. Je ne pense pas qu'il lâche tout, ce que demandent les gens qui protestent, mais il va commencer à annoncer surtout qu'il lâche ou qu'il a lâché sur des points importants et qu'il ouvre un processus de dialogue. Quelle sera la nature de ce dialogue? Est-ce que ce dialogue deviendra une négociation? Je ne sais pas. Toujours est-il que son image, à mon avis, est écornée. Les 3/4 des Français le trouvent arrogant, méprisant, lointain. Mais ça, c'est depuis le début de son quinquennat. Oui, mais dès les premières heures de son quinquennat. Les choses se sont envenimées parce qu'il a fait des petits mots qui sont mal passés dans l'opinion, du genre, si vous voulez travailler, il suffit de traverser la rue. Certains ont eu la tentation autoritaire, appelant même le général de Villiers à venir. C'est une plaisanterie. C'est sans doute une plaisanterie. Ceci dit, à qui profite la crise? On est à 6 mois maintenant des élections européennes. Le Rassemblement national, elle peut tirer son épingle du jeu? C'est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, il est plutôt dans les starting blocks sur ce point de vue, mais il est en même temps très prudent. Je pense que c'est surtout l'Europe qui va payer cher tout ça.
c'est surtout l'Europe, parce que comment défendre une politique ouverte, une politique européenne, une politique qui fait confiance au fonctionnement mondial de l'économie, si on représente un pays qui vient de vivre un spasme aussi violent et aussi profond que celui-ci. Donc je pense qu'aux élections, les listes très européennes auront de la difficulté, sauf les écologistes. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Michel Vivorca, pour votre analyse dans ce journal.